Alors, malgré les décisions exceptionnelles qu'évoquait Igor à l'instant, le virus continue de se propager en Italie. 1200 morts désormais, conséquence des villes désertes, des supermarchés dévalisés et des hôpitaux saturés. Italie, alerte rouge, reportage exceptionnel pour 7 jours BFM. Il est signé Pauline Revenat, Fanny Morel avec Eva Lopez et Alexandre Funel. Nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital de Brescia. Sur le parking se dressent de grandes tentes médicalisées, comme sur un site de catastrophe naturelle. Et le balai des ambulances est incessant. Ce centre de tri a été monté en urgence. Toutes les entrées sont filtrées grâce à ce checkpoint improvisé. Buongiorno. Depuis 10 jours, des bénévoles se relaient 24 heures sur 24 pour accueillir les patients. Buongiorno. Il a de la fièvre depuis 6 jours. Il a 39 de fièvre. Le médecin m'a dit de l'amener ici. Il a le coronavirus ou autre chose, mais il a besoin d'une radio des poumons. Attendez, on lui met un masque et après je vous fais entrer. Sarah, 27 ans, est étudiante. Et aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve en première ligne, chargée d'orienter les malades et de recenser les nouveaux arrivants potentiellement contaminés. Ici, le checkpoint. Avant de poser un diagnostic, la distribution de masques est automatique. Je dois faire entrer un patient en voiture. Derrière son masque et sa blouse, elle collecte les informations de base et équipe des patients qui, pour beaucoup, présentent tous les signes du Covid-19. Vous arrivez à mettre votre masque? Attendez, j'arrive. Attendez une seconde, je vous le mets. Laissez-moi faire. Un barrage indispensable, car ici, les malades défilent. Le docteur m'a dit de venir faire le test. Vous avez de la fièvre? Vous toussez? Checkpoint? Je dois faire entrer un autre patient. Des patients à la chaîne, qui ces dernières semaines se sont rués dans les hôpitaux du pays en très peu de temps. Et c'est tout le système sanitaire italien qui s'est retrouvé saturé. Au début de l'épidémie, les hôpitaux arrivaient à accueillir les patients convenablement. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un trop-plein. Et si les cas ne diminuent pas, ça va être difficile. Très, très difficile. Près de 7000 cas enregistrés en Lombardie jeudi dernier, quasiment 1000 dans la seule province de Brescia. Martina et sa mère viennent tout juste de passer le premier barrage. À présent, nouvelle étape pour elles, sous cette tente. Une infirmière vient prendre leur température. Tu as 36,6. Puis leur pose toute une batterie de questions. Est-ce que vous avez été en contact avec des personnes positives au virus? Non, pas que je sache. Son rôle, évaluer leurs symptômes et poser un premier diagnostic pour savoir si une hospitalisation est nécessaire. Moi, je suis restée à la maison pendant 14 jours parce que j'avais beaucoup de fièvre, je toussais et je me sentais mal. Ensuite, c'est passé, mais là, c'est revenu. Ok, mais vous vous êtes fait dépister? Non, je n'ai pas fait le test. Mais là, on a de la fièvre. Depuis 3 semaines, ma fille se sent mal. Et après une série d'examens chez notre médecin traitant, il nous a recommandé de venir ici au centre de dépistage pour mieux évaluer la situation. Rapidement, elles sont orientées vers un médecin. Direction une autre tente. Dans cet hôpital de fortune, monté en seulement 24 heures pour venir soulager les urgences. Voici notre tente de premier secours. C'est ici que se déroulent les consultations. Les médecins ont tout le matériel pour faire des radios du thorax ou des échographies. Après ça, les patients attendent leurs résultats dans les tentes juste derrière. Giovanna Perron nous fait visiter les lieux. Elle nous conduit notamment dans ce hangar qui jouxte l'hôpital. C'est ici que les patients qui présentent des difficultés respiratoires sont pris en charge. Certains lits sont vides, car des malades ont été transférés en réanimation.
Toutes les consignes sanitaires sont respectées à la lettre. Des lits espacés d'au moins 2 mètres, une distance de sécurité pour éviter toute contamination supplémentaire. Ils ont peur, ils sont fatigués. Ils sont inquiets, alors il faut aussi les tranquilliser. Leur expliquer la situation, répondre à leurs besoins et leur expliquer pourquoi nous faisons tout ça. Pour les cas les plus graves, des transferts par ambulance, mais aussi par hélicoptère. Pour acheminer certains patients sous haute sécurité. Les soignants, en combinaison hermétique, installent un malade, intubé, dans un caisson. Direction une unité d'isolement spécialisée, comme celle de Crémone, à une 50aine de kilomètres de là. Le service des soins intensifs est déjà engorgé. Les équipements sont devenus insuffisants pour prendre en charge la totalité des patients. Et les médecins sont débordés. Symbole de cette crise, cette infirmière, masque de protection sur la bouche, Charlotte sur la tête, endormie sur un bureau, à bout de force. Un cliché pris à 6 h du matin entre 2 gardes par sa collègue, alors que les services de l'hôpital croulaient sous les demandes de consultation. On a commencé notre service en même temps, à 20 h. Et Elena avait déjà les larmes aux yeux. Ça a été un moment de découragement. Elle s'est posée un instant, après avoir passé 10 heures à transporter les patients de part et d'autre de l'hôpital. Nous sommes à bout de force physique et mentale. Aidez-nous, les hôpitaux sont saturés. Nous n'arrivons pas à répondre à tous les besoins. C'est une situation d'urgence maximale. Un personnel médical pressurisé qui voit arriver de plus en plus de jeunes patients. On a noté que l'âge moyen des malades a diminué. Les pneumonies touchent aussi les jeunes. Pour moi, 50 ans, c'est jeune. Mais là, aujourd'hui, ce qui m'a touchée, c'est qu'un jeune de 23 ans a été intubé. Un garçon de 23 ans avec une pneumonie, c'est horrible. On l'a placé sous respirateur. Autre vidéo poignante devenue virale. Enregistrée dimanche dernier, le Napolitain Luca Francese se filme désemparé alors que sa sœur est morte depuis plusieurs heures dans son lit. Que faire du corps à présent? Le diagnostic a-t-il tardé? Hier, ma petite sœur est morte, probablement à cause du coronavirus. J'attends des réponses des institutions depuis hier soir. Personne ne s'est manifesté jusqu'à maintenant. Cette vidéo est très forte. Je vous demande de ne pas la montrer aux personnes âgées et aux enfants. Et moi, je suis contraint de combattre cette situation avec toute cette douleur que j'ai. Ma petite sœur est dans le lit, morte, et je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle mérite car l'institution m'a abandonné. Le test finalement effectué post-mortem s'est révélé positif. Depuis dimanche dernier, la vidéo a été vue plus de 9 millions de fois sur les réseaux sociaux. À présent, le coronavirus s'est répandu partout en Italie. En moins de 3 semaines, toutes les villes, toutes les régions sont concernées. Sur cette carte, on peut constater l'évolution de la situation. Le 22 février dernier, une dizaine de villes, autour de Codogno, foyer de l'épidémie, étaient comme placées sous cloche. Une autre aussi plus à l'est, en Vénétie. Mais désormais, toute la péninsule est une zone rouge. Le confinement est général jusque dans le sud de l'Italie. Une situation qui a généré aussi des tensions dans certaines prisons. À Bergame, Modène ou encore Milan, une dizaine de mutineries ont éclaté dimanche dernier. Un détenu a été tué dans des affrontements. Ici à Milan, ces prisonniers ont réussi à sortir de cellules et réclament de l'indulgence, indulto, aux autorités.
Car comme ils sont eux aussi confinés, permission de sortie et visite de leurs proches sont suspendues. Au fil de la semaine et à mesure de la propagation du virus, les consignes se font de plus en plus strictes. Tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti. Comme ici lors d'une patrouille de la protection civile qui s'est équipée de haut-parleurs. Restez à la maison, un mot d'ordre largement observé. Un quotidien bouleversé par une organisation quasi militaire. En Lombardie, à Crémone, l'une des villes les plus touchées par le virus, cette Française, installée ici depuis 20 ans, va faire ses courses. Vache. Pour prendre son tour dans la queue, il faut d'abord remonter toute la file d'attente. La jeune femme s'installe en respectant les distances de sécurité. 1 mètre minimum entre chaque personne. C'est pas du tout dans les habitudes des Italiens et on s'y fait parce que il n'y a pas le choix et puis tout le monde le fait donc ça devient aussi un réflexe. Avoir tout le monde aussi avec les masques et puis bon, on le fait pour tout le monde. Depuis lundi dernier, elle porte des gants dès qu'elle s'aventure à l'extérieur. Et dans la file d'attente, le silence semble pesant. On n'a plus tellement envie de parler du coup. C'est tellement angoissant. Puis chacun a ses pensées et ses propres soucis. On a tous des amis, des connaissances qui sont à l'hôpital. Donc c'est pas très gai comme climat. C'est une guerre bactériologique. Parfois, certains doivent être rappelés à l'ordre. Non, non signora, è dietro la coda. À l'entrée du magasin, un vigile, le visage emmitouflé, n'autorise les clients qu'au compte-gouttes, 4 par 4. Bénédicte Friedman a attendu plus de 30 minutes avant de pouvoir entrer. À l'intérieur du magasin, pas de pénurie apparente. Il faut aller à l'essentiel. Vous avez trouvé tout ce que vous vouliez? Tout ce que je voulais, non. Le magasin est très bien achalandé, il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai pas trouvé par contre du gel pour les mains. Les gels antiseptiques, ça, il n'y en avait plus. On les entend beaucoup plus qu'avant. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce qu'on est devenu plus sensible ou si effectivement... Mais il y en a plus, c'est évident. De retour à la maison. Je me lavais les mains. Première des choses à faire. Un geste répété plusieurs fois par jour. Oui. Un quotidien bouleversé. Obligatoire. Une vie à l'arrêt. Hop là. Devant la télévision, la jeune femme suit la propagation du virus en Italie. Rugani, il primo calciatore di Serie A positivo al Covid-19, tutta la Juventus in quarantena. Sto bene, dice, ringrazio tutti. In isolamento anche l'Inter, ultima avversaria dei bianconeri in campionato. Si ferma anche l'NBA. Mais aussi dans le monde entier, en tentant de ne pas céder à la panique. Les seules nouvelles positives, elles arrivent de la Chine. Parce qu'on commence à entendre parler de vie qui commence à reprendre. Entre-temps, il s'est passé quand même 3 mois. À mon avis, on est juste entré dans le tunnel. Un tunnel qui pourrait durer encore plusieurs semaines. Pour Bénédicte, qui fabrique des violons, impossible de ne pas travailler. Un trajet de 15 minutes à pied, à travers la ville de Crémone, dans laquelle la vie s'est comme figée. Vous reconnaissez votre ville? Non. Bon, il y a quelques voitures, donc ça donne un semblant de vie encore. Il y a quelques vélos, mais sinon, c'est une ville fantôme.
Les ventes au détail, fruits et légumes, eux aussi maintenant sont fermés. Crémone, le berceau des célèbres violons Stradivarius. Bénédicte travaille dans l'un des 150 ateliers de lutherie de la ville. Indépendante, plongée dans l'incertitude, cette jeune femme s'inquiète pour son avenir, comme d'autres artisans. J'ai pas de parachute, moi, en fait. Je peux compter que sur moi-même, donc pour l'instant, la seule chose qui me reste, et ma seule bouée, c'est de pouvoir continuer à produire un petit peu. Si on m'enlève ça, ça devient angoissant, encore plus. C'est juste ça. Oui. Entre 10 000 et 20 000 euros de pertes, c'est ce qu'a chiffré la jeune Française qui s'interroge. Pendant combien de temps pourra-t-elle encore maintenir son activité? Et surtout, quand l'épidémie va-t-elle commencer à décélérer?